Une affiche, c'est le premier regard du spectateur sur le film. C'est ce qui doit donner l'envie. Et une affiche honnête, c'est une affiche qui fait le bon pitch. Une bonne affiche de film, j'ai envie de vous faire la réponse la plus banale et la plus basique du monde. C'est une affiche qui me donne envie d'aller voir le film. Je pense qu'une bonne affiche, de toute façon, elle est inaffichable chez soi parce qu'elle fatigue. Si elle ne fatigue pas, c'est qu'elle n'est pas bonne. Si elle est juste jolie, c'est pas une affiche. Une bonne affiche de cinéma, c'est quand le film marche. Pour moi, une bonne affiche, c'est une affiche qui me fait rêver sur le plan esthétique. Qu'elle représente ou pas la gueule des artistes, c'est l'affiche qui doit avoir de la gueule. Une affiche de film, on doit la reconnaître déjà en tant qu'affiche de film. C'est quand même l'impact. Les affiches de cinéma anciennes sont devenues aujourd'hui de véritables objets de collection. Elles peuvent atteindre des sommes considérables pour les plus rares. Présentes maintenant depuis plus d'un siècle, les affiches de cinéma décorent les murs de nos villes afin de signaler à l'homme de la rue la sortie d'un nouveau film. Mais comment l'histoire des affiches de cinéma a-t-elle commencé ? Les premières affiches de films sont nées avec l'invention même du cinéma. C'est à Paris, le 28 décembre 1895, pour la première projection publique donnée par les frères Lumière au salon indien du Grand Café, devenu l'hôtel Scribe, qu'est réalisée la toute première affiche. C'est le peintre Henri Brispeau, médaillé de l'exposition universelle de 1889, qui crée la première. Mais c'est Marcellin Ozol, l'année suivante, qui réalisera la plus célèbre en incluant l'écran dans l'affiche. L'affiche de cinéma était née. Très vite, le procédé révolutionnaire des frères Lumière va s'élaborer techniquement, permettant alors à une industrie cinématographique naissante de voir le jour. Mais le cinéma n'a pas encore de salle. Il est saltimbanque. Il sera annoncé comme une attraction, au même titre que La femme à barbe, ou Les puces savantes, car ce sont les forains qui diffuseront le cinématographe dans un premier temps. Léon Gaumont et Charles Pathé, conscients de l'importance du phénomène cinématographique, reprennent en main l'exploitation de leurs films. Et pour assurer la meilleure carrière possible à leur production, les accompagnent de photos et d'affiches. Pathé est l'une des toutes premières sociétés de cinéma françaises. Elle a été créée en 1896 et c'est le début de l'histoire du cinéma. Et en 1914, pour vous donner un exemple, Pathé était le plus grand empire cinématographique mondial, avec aux États-Unis plus d'un film par jour qui était produit. Dès 1902, Candido Aragonés de Faria devient le créateur principal des affiches de la firme Pathé. D'origine brésilienne, Faria s'illustre par l'élégance et la sûreté de son trait dans des genres aussi différents que les films historiques, religieux ou policiers, comiques ou fantastiques. Doué d'une force de travail peu commune, il produit énormément tout en y appliquant son style puissant et raffiné. On dispose de très peu d'informations sur la manière dont travaillait Faria. Mais on a quelques hypothèses qui permettent de dire qu'il pouvait s'inspirer d'une photographie pour réaliser son affiche. C'est un cas comme Le Petit Poucet est très parlant. Il pouvait aussi inventer complètement l'affiche. Et il est vraisemblable que dans la plupart des cas, il ne voyait pas le film et qu'il se servait du titre pour imaginer une maquette. En 1907, qui est l'année la plus glorieuse de Pathé avant la Première Guerre mondiale, une année où la société est présente sur l'ensemble des continents, Faria livre entre 7 000 et 15 000 affiches par semaine.
Ce qu'il ne faut pas oublier pour comprendre le principe de l'affiche de cinéma dans ses débuts, c'est que les films étaient très courts, que c'était souvent des films par épisode. Donc, pour voir le film en entier, il fallait plusieurs séances. Et le goût du suspense, qui était hérité des feuilletonistes, où dans les feuilletons, on voit toujours l'épisode s'arrêter quand le train va passer sur la jeune fille, eh bien, ça, on retrouve la même chose pour les créateurs d'affiches de cinéma. De son côté, Gaumont installe une grande imprimerie sur les terrains de la rue de la Villette. Il fait travailler de nombreux artistes qui n'auront pas le droit de signer leurs affiches et qui resteront dans l'anonymat jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est le cas de Villefroy, affichiste maison et auteur anonyme en 1913 de la célèbre affiche du film de Louis Feuillade, Fantomas. Le cinématographe quitte progressivement la fête foraine et se sédentarise. Après avoir occupé des théâtres et des music-halls reconvertis, la jeune industrie du cinéma fait construire de véritables palais dans lesquels l'affiche prendra naturellement sa place. Avec sa chaîne complète de la production à l'exploitation, le cinéma est devenu en quelques années seulement une industrie culturelle à part entière. Films comiques ou dramatiques, féeriques, historiques ou religieux, tous auront désormais une affiche qui permettra aux passants d'avoir une idée du film en un seul coup d'œil. Image fixe, chargée de vendre des images mobiles, l'affiche de cinéma, par sa destination même, est liée à l'exploitation du film. Elle accompagne la copie du film, du distributeur jusqu'à la salle de cinéma. Elle procède de la vie physique du film. L'information cinématographique est née, faisant rêver les foules, traversant les époques, les styles, les mouvements artistiques, les guerres, les évolutions techniques et donnant le jour à plusieurs générations d'affichistes venus de tous les horizons. Mais qui sont-ils, ces affichistes, ces hommes de l'ombre, ces artistes sous influence qui nous font rêver depuis des décennies et qui nous ont donné envie d'aller au cinéma? Ceux à qui incombe la tâche difficile de concrétiser sur une feuille de papier de 120 cm sur 160 le sujet d'un film d'1h30, de façon populaire et compris par tous. On faisait des affiches Paris et on faisait des affiches province. Et moi, j'ai commencé par les affichettes province. À la Warner, par exemple, ils m'avaient confié au début, quand j'étais passé, ils étaient prudents, ils avaient raison d'ailleurs. Et je fais des petites affichettes province. Quand on a le sens à peu près de l'affiche, on n'est pas à côté. On est généralement très près déjà de ce qu'aimerait le distributeur. Parce ils savent ce que c'est qu'une affiche à force d'en faire. Mes outils principaux, c'est pas le crayon, c'est la gomme et la corbeille à papier. Éliminer, éliminer, éliminer. On s'adaptait, on essaye de s'adapter au film, bien sûr, au sujet, mais aussi au client qui nous fait travailler. C'est peut-être pas très bien ce que je dis là, mais on n'est pas Van Gogh ou Rembrandt, nous. Hein. On était des garçons qui voulaient faire des affiches de cinéma et en vivre. Hein. Si on faisait une bonne affiche et qu'elle fonctionne, c'est formidable. Mais on a fait des mauvaises affiches, on fonctionnait aussi. Paradoxalement, je me suis aperçu que des fois, de voir le film, surtout quand il était mauvais, c'était pas une bonne chose. Parce que, après, on ne sait plus où aller, quoi. Alors qu'avec juste le jeu de photos, on pouvait rêver un peu, quoi. De mon point de vue, c'était... Et je le rabâchais à tous les metteurs en scène que je rencontrais, c'était la métalepse ou la métonymie, c'est-à-dire la partie pour le tout, c'est-à-dire d'être au plus près dans une image de tout ce que contient le film
dans son cadre, dans sa couleur, tout ça. Quand j'entends Éric Rohmer dire j'ai fait un film avec du bleu, du jaune et légèrement un peu de turquoise et rien d'autre, il est évident que sur l'affiche, il ne va pas y avoir autre chose que cette gamme couleur. Pour moi, un affichiste, c'est quelqu'un qui est la suite du chef-op, du décorateur, de tout le stylisme qui a pu être fait et qui est à l'écoute comme un acteur. C'est le dernier acteur. Ça devrait être ça. L'histoire de l'affiche du Puritain, on peut la décrire de la façon suivante. C'est mon père qui, au début, prenait les commandes, parce que moi, on ne me connaissait pas. Et puis j'étais... Et c'est même normal, parce que j'avais 17 ans, on ne m'aurait jamais confié une affiche à faire, que ce soit moi qui le fasse, et il ne le voyait pas, qu'il le faisait, pardon. Et le Puritain, je fais ça avec beaucoup de plaisir, parce que c'était la première. On le faisait beaucoup par terre pour que les couleurs ne coulent pas, parce que c'était fait à la gouache. Quand je suis revenu avec l'affiche de Barry Lyndon, le patron de la Warner était fou furieux, qui m'a dit mais c'est pas possible, on va pas faire un truc en noir et blanc pour un film de ce prix-là, de ce coût-là. Un film, c'est vrai que c'était énorme. Et puis total après, quand le film est sorti à Paris et qu'il s'est mis à bien marcher, on m'a dit allez bien ton affiche Coco. On punaisait d'abord l'affiche, tant bien que mal, comme ça, le plus plat possible. Et après, on la mouillait avec une éponge, sacro-saintement d'abord au milieu, ensuite en diagonale 2 fois, puis on remplissait les vides. Et alors c'était l'horreur, parce que c'était ça, ça devenait terrible, on ne pensait jamais ça sera tendu. Et c'était la veille, et le lendemain matin, c'était comme du tambour. Quand j'ai eu à refaire l'affiche du dictateur, Joe Siriski m'a dit, bien entendu, Léo, vous allez nous faire la scène fameuse où Chaplin, où le dictateur jongle avec la Terre, avec le globe terrestre qui est un immense ballon et qui à la fin explose. Enfin, il dit, c'est ça qu'il faut faire. Alors moi, je lui ai dit, ben non, je ne pense pas, parce que je lui dis, cette scène, elle est magnifique, c'est vraiment en plein milieu du film, c'est la scène centrale, vraiment la grande scène, mais elle est valable dans la durée parce que c'est un vrai ballet. C'est ainsi que Chaplin l'a voulu, sûrement, comme un ballet. À la fin, le ballon crève et il s'écroule. C'est magnifique. Seulement, comment traduire ça en affiche? Pour moi, c'est impossible. On ne peut pas. J'ai beau être doué, je n'arriverai jamais à rendre ça en affiche. C'est une scène qui dure quelques minutes. Et l'affiche, elle doit être faite, on doit la comprendre immédiatement, en 1 seconde. Justement, c'est pour ça qu'elle est bonne, c'est parce qu'elle ne raconte pas, mais je crois qu'elle suggère le côté, c'est une équivalence. J'ai fait un gag équivalent, parce que le gag graphique n'a rien à voir avec le gag filmé. Ce qui est des fois difficile, c'est de donner une idée. Ce que j'aime pas faire, c'est donner une idée à la sortie. Souvent, à la sortie d'une projection, ils vous prennent alors, tu as aimé le film d'abord. Bon, si on commence à dire je n'ai pas aimé le film, c'est un fou mal. Parce que moi, je me considère comme un avocat. Et un avocat, il défend le criminel. Et même les films, s'ils ne sont pas bons, ben, j'essaie de leur donner une certaine valeur. Quand je suis parti sur les maquettes de Jules et Jim, j'avais fait des maquettes un peu, disons, comme on faisait à l'époque, du papier déchiré, des papiers découpés, et c'était en 62, je crois. Et Truffaut avait déjà, 2-3 films derrière lui, mais c'était pas encore devenu l'immense vedette qu'il va devenir. Et Ferracci m'a dit, écoute, maintenant Truffaut, il est devenu presque classique. Il faut lui faire une affiche beaucoup plus classique que ça. Et alors, j'ai fait celle qu'on connaît, où en fin de compte j'ai essayé de ne pas être trop classique, de faire une Jeanne Moreau à la fois magnifiée, avec toute son aura, mais en même temps un peu inquiétante, un peu dangereuse, quoi. Antonioni voulait un escalier en colimaçon. Il est arrivé avec une photo d'escalier en colimaçon. La Gaumont flippait complètement parce qu'une photo d'escalier en colimaçon, même si c'est Antonioni, ça ne fait pas d'entrée. J'ai vu tout le film et j'ai trouvé cette scène
identification, de découvrement de corps. J'ai capturé 5 photogrammes, qui n'avait jamais été fait. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a eu un photogramme exploité par Romer dans Ma nuit chez Maud une fois avant. Mais disons que c'était le premier qui était exploité dans une technique qui était que je suis allé voir un laboratoire, Central Color, et on a fabriqué un outil en bois, où on pouvait mettre, on allait coudre un fil sur la bobine et le projeter dans une espèce d'énorme banc-titre sans abîmer le film. Et après, on enlevait le fil et le photogramme n'était pas abîmé du tout. À partir de là, il faisait un énorme inter négatif et on recassait le grain comme ça. Et là-dessus, je repeignais, puisque j'avais une technique d'hyperréaliste à l'aérographe, je pouvais complètement terminer mes images à la main. Et ça avait l'air photographique entièrement. Les Américains avaient fait leur affiche. Nous, on travaillait pour la France. Et les Américains avaient fait une affiche, ils avaient joué sur Brando. Ils avaient fait Marlon Brando dans un rocking chair. Bon, elle était belle, une belle affiche. C'était Don Spollen qui avait fait ça. Et bon, ils ont sorti cette affiche-là, eux. Mais pour la France, moi, on travaillait déjà pour les artistes associés et Nagbor nous avait demandé de travailler sur le film. Et nous, on avait voulu travailler sur le côté érotique du film. On n'avait pas eu, on ne s'était pas ouvré, parce que c'était bien là-dessus que le film a fonctionné. Et on a repris la photo du film où Brando est avec Maria Schneider. Et ils sont comme ça, enlacés l'un dans l'autre, mais la photo telle qu'elle était, en censure pour l'époque, ça passait pas. Hein. Alors on a trituré la photo et on a fait ça en laboratoire, tu te rappelles, avec un mec, un Jacques Dizier, en labo, avec un agrandisseur, avec la projection de la photo et avec un cul de verre, avec un verre, pour faire un truc circulaire en projection et avec du grain. Ce qui fait qu'on voyait un accouplement, mais on ne voyait rien. Et ça a été accepté et l'affiche a été imprimée comme ça. C'est curieux, j'ai jamais associé publicité et affiche de cinéma. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire pourquoi l'affiche n'est pas, pour moi, un objet publicitaire pur comme ça. Principal artisan de la métamorphose des affiches du cinéma français, dès le début des années 60, René Ferracci va bénéficier des avancées technologiques de son époque et sortir l'affiche de l'illustration pure. En mixant les différentes techniques existantes, il va passer de la lithographie à l'offset avec brio. Ferracci dans son genre, était un génie. Tout le monde est obligé de reconnaître, même si des fois on s'engueulait un peu, mais il était vraiment formidable. Nous, c'était quand même quelqu'un qui nous gênait énormément, c'est sûr, mais parce qu'il avait du talent et surtout de la rapidité. Et une faculté de pondre des sujets. Il sortait 3 fois plus d'affiches que nous par mois, quoi. Beaucoup plus. Il avait un talent. Il faut dire qu'il se levait le matin, il était déjà en train de travailler, et avant d'aller se coucher le soir, il continuait à travailler. Il a derrière tout ça la volonté d'imposer en douce un point de vue artistique. Et dans son cas, qu'on pourrait qualifier de surréaliste. En fait, c'est un surréaliste. Si vous prenez la trilogie des 3 derniers films de Buñuel, Le Charme discret, Le fantôme de la liberté et L'obscur objet du désir, qui est une déclinaison comme ça de fesses, de bouches ambiguës, de chapeaux melons et de cannes, c'est vraiment très surréaliste. Toujours, il trouvait de très bonnes idées à partir d'une photo, mais qui pour moi n'avaient rien à voir avec la cinéphilie, avec le cadre, avec la lumière, avec tout ce qui est intéressant dans le cinéma. Il trouvait autre chose. Il a fait une œuvre formidable, graphique, un peu comme l'affiche polonaise aussi, qui sont des exercices très très loin des films, et ce n'était pas du tout mon point de vue. Il y a un style Ferracci, en ce sens qu'il a énormément simplifié l'image, et avec une tenue graphique absolument exceptionnelle. Et il avait, pour faire face à toute la demande qu'il avait, il fallait qu'il trouve un moyen pour aller très vite. Et justement, cette simplification de l'image qu'il a réussi à mettre au point le servait dans sa créativité, lui permet d'aller très vite à l'essentiel.
Il n'y a pas de fioritures dans les affiches, il n'y a pas de choses inutiles dans les affiches de Ferracci. Il y a un visuel très fort, une typo qui à elle seule est une affiche, et c'est ça le style Ferracci. Si c'est un film comique, elle doit être bien sûr, il faut qu'on voit que ce soit un film comique. Si c'est tragique, il ne faut surtout pas être comique, vous comprenez? Mais moi je dis c'est comme un logo, aussi forte qu'un logo, vous voyez? Mais avec un petit peu de poésie en plus. C'est une affiche fatigante, harassante, comme disent les Québécois, et c'est un visage. Alors c'est idiot de dire ça, parce que je hais cette technique qu'on voit en ce moment où on voit 2-3 visages. Je ne dis pas un visage en tant que c'est une tête, je dis que l'entièreté du comportement du médium vous regarde. C'est-à-dire que si on passe devant et qu'elle ne vous regarde pas, qu'elle ne vous happe pas, comme quelqu'un qui vous regarde, vous savez, il y a des tas de gens qui ne vous regardent pas, il y a un mec qui vous regarde, du coup on tourne la tête et on le regarde. Ben, c'est un peu ça. Il faut que l'image, la structure de l'image vous regarde. Il faut que quand on voit une affiche, on puisse comprendre à peu près si c'est une comédie, un mélodrame tragique et réaliste, un film de KPDP, un western ou un film de science-fiction. Elle donne pas l'idée du sujet, elle donne l'idée du genre. Une affiche doit être comprise tout de suite. Une affiche, il ne faut pas mettre le nez dessus pour voir ce qu'elle raconte. Une affiche, elle doit être visible en passant en autobus de l'autre côté de la rue. On voit l'affiche et tout de suite on voit ce qu'elle représente et ce que c'est, et ce qu'elle veut dire. Et elle doit être comprise immédiatement. Je fais des timbres-poste aussi. Et les timbres-poste, ça fonctionne comme les affiches. Enfin, pour mon cas personnel, je trouve qu'un timbre-poste, c'est une petite affiche. C'est l'affiche vue de l'autre côté de la rue, un timbre-poste. Il faut qu'il soit compréhensible immédiatement, tout de suite. Et puis, il peut y avoir un temps de lecture, un deuxième temps de lecture, où alors là, on prend une loupe et puis on se promène dans le timbre et on peut apercevoir des petits détails qui ont échappé au début. Mais une affiche de film, c'est comme ça fonctionne comme ça. S'il y a des détails, bon, ils viendront qu'après, mais de loin, c'est un bloc, c'est un signal. Une très bonne affiche, c'est très rare et c'est très difficile ça tient à rien, une bonne affiche. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de fiche cuisine pour faire à coup sûr une bonne affiche, sinon tout le monde ferait des bonnes affiches. Et moi je regarde beaucoup dans la rue, dans le métro, enfin les affiches, quoi, et une super bonne affiche, ça m'enchante, mais c'est rarissime. Paris 1972, le Gaumont Palace, le vaisseau amiral, le plus grand cinéma d'Europe, disparaît sous les marteaux-piqueurs des promoteurs. Et avec lui, près d'un demi-siècle d'archives Gaumont. La destruction de cette salle historique inaugure symboliquement le vaste mouvement de restructuration du parc de salles en France. En réaction à la chute de fréquentation, amorcée dès la fin des années 60, de nombreuses salles seront rénovées, mais d'autres seront purement et simplement détruites. Que sont donc devenus ces milliers d'affiches? Ces pièces remarquables, témoins d'un passé glorieux, véritables composantes du patrimoine cinématographique français. Le plus souvent rangées, empilées dans les combles des cinémas, c'est grâce à certains distributeurs et exploitants de salles que nombre de ces chefs-d'œuvre échapperont à la destruction. Une des raisons pour laquelle on ne retrouve pas des affiches aujourd'hui, c'est que ne perdons pas de vue que, et vous le disiez parfaitement tout à l'heure, le rôle de base de l'affiche, c'est un objet publicitaire. Donc, beaucoup d'affiches n'avaient pas, les affiches n'avaient pas vocation à rester dans les stocks. Les affiches avaient vocation à être vendues aux exploitants de salles de cinéma, qui bien souvent les collaient. Donc l'affiche avait une utilisation, c'était un fusil à un coup. Hein. Dans certains cas, c'était punaisé. Dans certains cas, il y en avait une de plus et puis ça restait dans un coin. Mais l'affiche avait vocation à avoir un rôle éphémère. Ce qui est important, c'est que le lendemain matin, en arrivant au bureau, il y avait les contrôleurs qui nettoyaient le Gaumont Palace et qui étaient là, qui prenaient les affiches comme ça, qui les déchiraient, qui faisaient des boules et qui les jetaient. C'est normal, c'était rien. Je me suis arrêté, 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible. 2 ans après, je me suis dit, mais c'est pas possible
Et je leur ai dit, écoutez, je les connaissais, je les pratiquais, moi j'aime bien discuter des entrées du public. J'ai toujours adoré les halls de cinéma, les entrées et tout ça. Je leur ai dit, écoutez, soyez gentils, ne déchirez pas, faites-moi des piles, gardez-les de côté et puis mettez-les dans mon bureau. Je suis devenu collectionneur, et simple collectionneur, assez modeste, au milieu des années 70. Je tenais un cinéma et un journaliste est venu me rencontrer. Il me demande si j'accepterais d'exposer dans le hall quelques affiches, une dizaine d'affiches, donc je lui dis oui avec plaisir. Il installe les affiches et puis quand il revient les chercher quelques temps après, je l'interroge, je lui dis mais ces affiches là quand même très anciennes, du cinéma forain avant 1914, comment vous êtes entré en possession de ces superbes objets? Il me dit très simplement, je passais dans une petite ville pas très loin d'ici, il y avait une grande benne à l'extérieur et des gens étaient en train de mettre du papier dans la benne. Par curiosité, je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai vu que c'était des affiches de cinéma, j'ai demandé si je pouvais en prendre quelques-unes, il dit j'en ai pris quelques-unes et c'est ce que vous avez montré. Et ces affiches venaient d'une salle de cinéma qui avait commencé avant 1914 et qui était tenue par des forains, des gens qui venaient du cirque. Donc vraiment le cinéma des origines. C'est ce qui m'a donné le virus parce que j'ai trouvé quand même dommage que notre mémoire disparaisse. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'affiche. Tout de même, c'est des images intéressantes, c'est des objets, c'est un truc qui a une certaine valeur. Et donc j'ai commencé à échanger. Puis j'ai commencé à garder les affiches des films que je sortais. Puisque j'étais programmateur. À l'époque, je programmais Il était une fois dans l'Ouest, au Gaumont Théâtre. J'ai commencé à garder les Léon, puis j'ai gardé les trucs. Et puis j'ai appris qu'il y avait des ventes aux enchères, qui étaient justement organisées par Alain Van Gennep. Alors, les affiches de cinéma sont devenues accessibles au grand public de différentes façons. Tout d'abord parce qu'il y a eu l'ouverture avec des ventes aux enchères. J'étais, le premier à en faire en France. J'en ai fait une fois en tant qu'amateur parce que je trouvais ça amusant et je connaissais un peu les ventes aux enchères. Et cette vente a eu lieu dans une caserne de pompiers à Villeneuve-Saint-Georges en 1972. Et ensuite, je travaillais dans un circuit de cinéma. Et la direction de ce circuit m'avait autorisé à faire une vente après dans une salle de projection avenue Velasquez, dans le 8e arrondissement. Et nous avions eu d'ailleurs le soutien d'un journal qui s'appelait Combat à l'époque, journal Combat, qui avait fait une page entière en disant il y aurait une vente d'affiches de cinéma aujourd'hui, etc. Bon. Cette vente, la salle était archi bondée et les gens se demandaient pourquoi on avait des affiches de cinéma et c'est la première fois qu'il va être d'une façon un peu officielle. Et le commissaire-priseur qui avait fait la vente à l'époque était d'ailleurs surpris et m'a dit on va faire un carton, etc. Et en fait, nous avions vendu des affiches très anciennes. Il y avait les Enfants du Paradis, par exemple, qu'on avait vendu 30 francs. 30 francs, anciens. On avait vendu La Grande Illusion, 70 francs. On n'avait pas vendu des affiches comme les 10 Commandements. Alors on n'avait que des affiches de films importants, de films connus. Et les gens étaient admiratifs. Et en fait, ça n'a pas bien marché. Et il a fallu 2 ou 3 ventes pour amorcer la pompe. Et en fait, un jour, un expert de Drouot me dit on devrait faire une vente, à Drouot. Et on a fait une vente à Drouot qui n'a pas bien marché non plus. Et la deuxième ou la troisième, après, ont bien marché. Ces affiches ont connu une grande expansion dans la mesure où le cinéma itinérant, le cinéma en salle, accumulait de nombreuses affiches. Et lorsque les cinémas de quartier en particulier ont disparu dans les années 60-70, à Paris ou en province, eh bien, c'était des tonnes et des tonnes d'affiches pliées, archivées, qui ont été mises comme ça sur le marché, ont été débarrassées. Donc, les premiers qui ont trouvé le filon ont accumulé des milliers, des dizaines de milliers d'affiches et ont surfé pendant un certain temps sur un engouement parce que ces affiches
dans l'ensemble, n'était pas très cher, sauf s'il s'agissait d'affiches pour des films mythiques. Si vous n'étiez pas parisien et que vous ne connaissiez pas un ou deux magasins à Paris, vous ne pouviez pas acheter une affiche de cinéma. L'affiche de cinéma étant par nature hors commerce. C'est pas comme la bande dessinée. La bande dessinée, vous allez chez votre libraire, vous en achetez une. L'affiche de cinéma, c'est déjà quelque chose d'inaccessible au moment de la sortie du film dans les salles. C'est en 1975, à Paris, en face du cinéma La Pagode, que Jean-Louis Capitaine crée l'une des toutes premières galeries spécialisées dans la vente d'affiches du cinéma. Pour la première fois de son existence, l'affiche a pignon sur rue et peut désormais commencer sa deuxième vie. L'idée a été de vendre ce qui ne se vendait pas, ce qu'on appelait élégamment les démembrements du film, à savoir affiches, photos, scénaristes, c'est-à-dire les petits prospectus qui accompagnent les films pour que l'exploitant sache ce qui passe dans sa salle, et un ensemble de choses en tout genre, objets, et faire un endroit comme ça d'animation dans un cadre où on aurait trouvé quand même des choses. Et au départ, c'était des affiches récentes de cinéma. C'est-à-dire, ça avait même presque une pensée politique de faire populaire et de vendre pour 2 mètres carrés la gueule de Robert Redford pour 10 francs. Et à l'époque, j'avais 2 fauteuils Durex que Frédéric Mitterrand m'avait passés. On avait fait les 400 coups ensemble en distribuant des films dans les années 70. Et j'asseyais mes clients sur les fauteuils et il fallait les faire parler. C'est-à-dire, je prétendais, entre guillemets, faire de la psychanalyse, bien sûr. Bien sûr, vous venez ici, vous regardez l'affiche peut être laide, elle peut être belle, ça n'a aucune importance par rapport à son prix, c'est le film qui compte. Les premières ont bien sûr beaucoup de valeur, surtout ces premières affiches dont je vous disais que c'était de la lithographie et qu'elles étaient peut-être tirées à 50 ou à 100 exemplaires. Bien sûr, elles ont énormément de valeur, elles ont plus de valeur que les autres. Et en même temps, on voit bien dans les ventes aux enchères que certaines affiches qui ne sont pas des lithographies sur pierre des premiers temps, mais qui peuvent être même des offsets pas si lointaines que ça, ont énormément de valeur, s'agrègent la valeur symbolique du film, la valeur symbolique du réalisateur, la valeur symbolique d'une actrice. Et donc, c'est tout ça qui fait aussi le prix d'une affiche. Donc, ces premières affiches qui, à la fois, sont les plus rares, et souvent on dit ce qui est rare est cher et c'est normal, ne sont pas les plus chères. Parce que ce sont des gens qu'on ne connaît pas, ce sont des films oubliés, même s'ils sont formidables. Voilà. Alors, voilà une affiche de 1906, donc cinématographe Pathé. A priori, il existe 2 exemplaires de cette affiche, une qui est dans la prestigieuse collection Pathé et l'autre qui est ici, au lieu d'être dans un musée où devrait être sa place. Alors, qu'est-ce qui est passionnant dans cette affiche du cinéma des origines, le cinéma forain? C'est que vous avez le cadre d'écran au format de l'époque, à savoir carré. À l'intérieur, l'affichiste a mis les affiches du moment. Sur le côté, vous avez tous les publics, le militaire, les ouvriers, les enfants, l'aristocratie. Bon, tout le monde est là. Vous avez le bonimenteur, parce qu'à cette époque, le film est muet, mais dans la salle, c'est extrêmement bruyant. Donc, le bonimenteur, derrière, vous avez les musiciens, la caissière et l'ouvreuse. Et là, sur un seul visuel, un seul dessin, vous avez tout le cinéma des origines. La valeur primordiale, pour moi, c'est la beauté de l'affiche. C'est vraiment... Alors, c'est esthétique, c'est subjectif. Chacun a ses critères de beauté. Ça peut être aussi bien une photo. Je pense à l'américaine de Lady from Shanghai. Bon, mais après, je ne pourrais pas avoir longtemps l'affiche d'un mauvais film sous les yeux, même aussi belle soit-elle. Donc je ne vais pas citer un mauvais film, parce que c'est toujours déplaisant, enfin un mauvais film pour moi de toute manière, c'est aussi un jugement totalement subjectif. Mais disons que voilà, l'idéal c'est la belle affiche d'un beau film, et d'un film qu'on aime. Aujourd'hui, on est passé quand même d'un objet de collection à un objet de décoration. Ce qui a réduit le champ
des clients, et en même temps, ça l'a considérablement élargi. Parce que les collectionneurs systématiques n'existent quasiment plus, mais par contre, n'importe qui se paye une affiche de cinéma en fonction de sa psychanalyse, de ses moyens et de son intérieur. Et la colle au mur, ce qui n'était pas le cas du collectionneur, qui empilait ça dans des tiroirs obscurs, qu'il a regardé la nuit à la lumière d'une lampe de poche. C'est d'abord un plaisir fétichiste, l'affiche de cinéma. C'est vraiment la projection du film dans l'affiche. Ça, c'est une raison qui n'a pas évolué. Je pense que les premiers collectionneurs de l'affiche de cinéma étaient déjà animés de ce plaisir à posséder un morceau de l'histoire du film au travers de l'affiche. Maintenant, je pense que dans les dernières années, il y a eu vraiment, de la part des gens, un besoin d'aller contre la dématérialisation de toute chose. Quelque part, ils en ont assez qu'on leur vende des MP3, ils achètent des vinyles, ils en ont assez d'avoir des posters en reproduction ou chez des grandes enseignes on peut trouver 10 titres disponibles. Ils veulent la vraie affiche du vrai film qu'ils ont aimé, de l'année de sortie, en papier ancien éventuellement, ça fait la différence. C'est depuis 25 ans que la ville d'Argenteuil accueille chaque année les journées des cinglés du cinéma, où professionnels, collectionneurs et cinéphiles du monde entier se retrouvent pour vivre pleinement leur passion du cinéma. Je collectionne le western principalement, les westerns que j'ai vus pendant mon enfance dans les années 50-60. Et j'ai eu l'occasion de retrouver dans les bourses de collection, également par le biais des ventes aux enchères et des librairies spécialisées en cinéma, j'ai eu l'occasion de pouvoir enrichir une collection en me basant sur mes souvenirs d'enfance. Donc il est vrai que là il y a vraiment un rapport très, très fort à l'enfance et à des souvenirs précis visuels de l'affiche et ensuite du film. Il est certain que si le film n'a pas marqué, on ne va pas forcément avoir envie de rechercher l'affiche. Rester plié pendant plusieurs décennies, stocké dans de mauvaises conditions, ou malmené trop souvent pendant l'exploitation du film, l'affiche de cinéma, avec le temps, s'abîme et se détériore parfois de façon irréversible. C'est la Cinémathèque française qui a en charge, depuis sa fondation par Henri Langlois en 1936, de conserver le patrimoine cinématographique, aussi bien film que non-film, en accordant une place importante aux affiches. C'est ici, dans les réserves de la Cinémathèque française, que sont entreposées près de 25 000 affiches du cinéma mondial. Et c'est ici aussi, à l'abri des regards, que sont entrepris les travaux de restauration des dernières affiches récemment acquises par la Cinémathèque. Il manque un panneau qui a disparu, absolument. Et Cyril nous a donné cette affiche. Oui, je ne sais pas où, quand, en tout cas, ça avait disparu. Et ça fait un certain nombre d'années, comme vous pouvez vous rendre compte, qu'il était dans les... C'est Jacques Hérol, responsable des collections, qui a en charge la surveillance de ce patrimoine unique au monde. Nous voilà dans les réserves de la Cinémathèque française, donc la réserve des affiches de films, et plus particulièrement donc dans la réserve des affiches roulées en tube qui sont entoilées. Alors ici nous conservons depuis le début de la création de la Cinémathèque française en 1936, et Langlois l'avait très bien compris, on conservait à la fois les films, mais on conservait aussi le non-film, et notamment les affiches. Et donc ce qui nous vaut aujourd'hui la chance d'avoir une collection extraordinaire de plus de 25 000 affiches de films uniques et parfois avec leur double. La mission de la Cinémathèque française aujourd'hui, c'est de conserver bien sûr toutes les affiches de cinéma jusqu'à celles d'aujourd'hui, par exemple les films récents qui viennent de sortir dans l'année. Nous essayons au moins d'en conserver un petit et un grand exemplaire. Voilà une autre manière de conserver les affiches de cinéma dans un meuble à plan. Et je vais vous montrer une affiche d'un film de Marcel L'Herbier, L'Inhumaine, un film tourné dans les années 20. Cette affiche, nous la conservons dans son cadre, sous son plexiglas, pour la protéger de la poussière, de la lumière, bien entendu. Elle a été réalisée par Joe Bourgeois, architecte de formation, à qui Marcel L'Herbier va demander de concevoir l'affiche pour son film, qui fait bien sûr une énorme référence à l'architecture.
Donc cette affiche est le symbole parfait de l'art déco naissant et elle a beaucoup de succès, nous la prêtons régulièrement pour des expositions. Mais comment les affichistes travaillent-ils aujourd'hui? Demandons à Laurent Luffroy, affichiste reconnu de cette nouvelle génération. Moi, je travaille en général, alors, sans voir le film. Je travaille d'abord sur l'envie que j'ai du film. Et je ne veux pas être prisonnier du film. Je ne veux pas être prisonnier d'une situation, d'un acteur. Donc je travaille sur cette envie. Et je fais mes premiers jets comme ça. Si jamais je suis complètement à côté, ce qui arrive, quand j'ai pas compris le film, je me suis fait une idée du film qui était complètement fausse, à ce moment-là, je vois le film et j'essaie de recadrer mon tir. Avec Besson, je bosse depuis le Grand Bleu avec lui. J'ai fait toutes ces campagnes depuis le Grand Bleu. Ce que j'aime bien avec Luc Besson, c'est que il a un véritable esprit de synthèse. Quand il me fait un brief de son film, en quelques mots, il arrive à synthétiser son film. Par exemple, Nikita, c'était après le Grand Bleu, il me dit Nikita, déjà il ne donnait pas de matériel à l'époque, maintenant un peu plus, mais à l'époque on n'avait rien, on n'avait même pas de photos. Donc il m'a dit, écoute, t'oublies le bleu, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Nikita, c'est un univers urbain, elle sort de la mer pour aller vers la lumière. Démerde-toi avec ça. Plus on arrive à synthétiser, à mettre des mots sur un film et à le synthétiser en quelques phrases, derrière, plus on arrive à synthétiser, à faire une affiche, à faire un film annonce, à faire une communication. Parce que la communication, au fond, c'est de véhiculer un message clair, simple et compréhensible pour tous. On est dans cette lignée des affiches hollywoodiennes, ces baisers, comme Autant on emporte le vent, ce genre de film. C'était vraiment ça l'idée. Mais en même temps, le film avait cette problématique du noir et blanc et pas de la parodie, mais de la référence de ces vieux films. Et il ne fallait pas que l'image donne cette idée-là non plus. Il fallait que d'un coup, la faire basculer, lui donner un côté un peu moderne. Donc toute la difficulté, c'était en même temps on faisait une référence, mais il fallait qu'on trouve le truc pour qu'elle soit moderne et intemporelle. Les grands affichistes se sont toujours adaptés aux techniques du moment. Alors que ce soit la lithographie, que ce soit l'offset, que ce soit aujourd'hui le montage numérique, ils se sont toujours adaptés. Et à partir du moment où il y a un grand artiste, quel que soit le support, le résultat est au rendez-vous. Quand je fais un film, j'aime bien, puisque l'affiche me passionne, l'aspect visuel. Enfin, j'aime bien mettre mon nez partout, j'aime bien m'occuper de l'affiche, m'occuper du film annonce, m'occuper de choses comme ça. Je trouve ça important. Et l'affiche, j'ai toujours mis mon nez dedans, j'ai toujours enquiquiné les gens. Alors, c'est compliqué parce que on n'a pas forcément la meilleure idée du monde soi-même parce qu'on manque de recul. Donc parfois je donne des pistes de ce que j'aimerais et puis je laisse faire les concepteurs. Mais en tout cas, aucune affiche n'a jamais été choisie sans mon accord. De temps en temps, j'ai dit OK à des affiches que je n'aimais pas, simplement par lassitude, par fatigue. On arrive à la fin du parcours, on dit bon, tout le monde est contre moi, vous voulez cette affiche, allez-y. Et c'est comme ça que j'ai laissé filer, j'ai laissé publier des affiches dont c'est pas que j'en ai honte, mais qui sont mauvaises, c'est des mauvaises affiches. Et je m'en mords les doigts, quoi, parce que c'est agaçant de voir une affiche qu'on n'aime pas placardée sur les murs. Et tout ça. Mais aujourd'hui, à l'heure d'Internet, des écrans numériques, des tablettes digitales, l'affiche peut-elle encore subsister ? A-t-elle encore toute sa place dans la campagne de communication d'un film ? Le cinéma est tellement médiatisé, il y a tellement de sources
pour pénétrer dans les foyers, notamment avec le net, avec la télévision, avec la multiplication des chaînes. Donc le spectateur potentiel est informé d'une manière quasi chirurgicale sur ce qu'est un film, ce qui n'était pas le cas avant. Donc avant, il y avait très peu de chaînes de télé, il n'y avait pas Internet. Donc les gens pouvaient faire son goût à partir de très peu d'informations. Donc l'affiche prenait une importance colossale. Aujourd'hui, je pense qu'elle prend un peu moins d'importance du fait que les sources d'information se sont tellement multipliées qu'un spectateur peut se faire une opinion sur un film, sur d'autres éléments que l'affiche. Donc l'affiche est un élément, mais ce n'est pas le seul. Mais comme tout aujourd'hui est une question, encore une fois, de commerce et de rationalisation des coûts, il faut bien passer par des réseaux d'affichage et par des autorisations d'affichage qui sont payantes, qui font qu'un visuel va être plus ou moins vu. Ça n'empêche qu'on est quand même toujours dans un monde où la puissance et l'intelligence de l'artiste, du metteur en scène, du scénariste, de tous les artistes qui participent à un film, des très bons producteurs et des très bons distributeurs, associés à une excellente agence de pub ou à un excellent créatif, vont faire qu'une fois de temps en temps, une affiche fait la blague. L'affiche a une part particulière en France, ne serait-ce que pour la raison que quand on sort un film, il y a beaucoup d'affichage. Voilà. Donc l'affiche, elle est aussi d'abord dans un premier temps existante et prévue et réalisée à cet effet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un mode de mise à connaissance du public de l'existence d'un film et sa sortie imminente. Et pour ça, on dépense beaucoup d'argent dans les villes pour l'exposer. Ça, c'est un phénomène assez français. Dans d'autres pays, l'affichage extérieur, l'affichage rue existe beaucoup moins. L'affiche de cinéma est plus dans le cinéma ou en presse. Pourquoi? Parce que ces pays-là ont aussi un autre mode de communication très fort qui est la publicité à la télé. Or, il n'y a pas de publicité à la télé pour le cinéma. Donc, présence très forte de l'affiche. Je pense que l'affiche, comme la salle, appartient au patrimoine culturel du spectateur. Qu'un spectateur, il a envie de voir une affiche, il a envie d'aller dans une salle, il a envie de voir une bande-annonce. Moi, je ne crois pas du tout à la disparition de l'affiche. Ce qui change, c'est la façon d'utiliser l'affiche. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui se satisfaire de plans de sortie où on accumule les colonnes Maurice sur les grands boulevards, la version 4x3, qui est en fait la taille 4 mètres par 3 mètres, où on veut. Je pense qu'aujourd'hui, les plans de sortie sont beaucoup plus ciblés sur le public qu'on veut toucher, en fonction du film. Donc le mode d'utilisation change. Par contre, je pense que la consommation de l'affiche par le spectateur, elle ne change pas. Et je ne vois aucune raison pour laquelle ça devrait changer. L'affiche reste plus que jamais un oriflamme, une valeur sensuelle, une valeur graphique dont quantité de gens ont besoin pour se reconnaître sur le film qu'ils seraient amenés à choisir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et qu'ils iront voir, qu'ils iront découvrir. Je crois que... Alors évidemment, l'affiche de cinéma aujourd'hui, c'est plus ce que c'était il y a 20 ans, c'est plus ce que c'était il y a 40 ans, j'imagine. Moi, je n'ai pas connu qu'il y a 40 ans. Et c'est sans doute pas ce que c'était au début du siècle dernier, quand tout à coup, c'était événementiel à chaque fois qu'un nouveau graphisme pouvait s'épanouir sur les murs de Paris. Je crois vraiment qu'il y aura tout le temps des affiches pour les films, de même qu'il y a des affiches pour tous les produits existants sur le marché. Je n'imagine pas des stations de métro dans lesquelles les 4x3 seraient remplacés par quoi? Des affiches, on en aura toujours besoin d'une manière générale. Et pour le cinéma aussi, je crois, pour communiquer, pour faire exister les films, pour colorer les abribus et tout ça, mais je ne crois pas du tout, même si effectivement Internet, machin, Facebook, enfin tous ces moyens de communication modernissimes et sensationnels, même si ça se répand de plus en plus, je crois qu'on aura quand même toujours besoin d'attirer l'attention du piéton. Et c'est tant mieux.